Catalogne, Québec, Vénétie, Lombardie, Écosse ou encore Kurdistan irakien, la liste est longue. Face à la multiplication des velléités indépendantistes à travers la planète, quelle partition doit aujourd'hui jouer la nation? Que peut-elle? Comment sont nés les États? Peuvent-ils disparaître? On en parle avec l'un des meilleurs spécialistes du sujet. Bonsoir Jacques Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes géographe, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et vous êtes le directeur du laboratoire Coros. On va commencer par l'actualité. Toujours pas de sortie de crise en vue entre le gouvernement espagnol et les indépendantistes catalans. On a du mal à cerner, au fond, cette crise qui a éclaté il y a plus d'un mois avec ce référendum. Quelle analyse faites-vous de ces événements? Que nous disent-ils? Peut-être que c'est une crise qui n'aurait pas dû exister, un peu comme quand on dit que dans un match de football, normalement, il ne devrait pas y avoir de but. Et il y en a quand même. Et là, il y a eu une espèce de rencontre conjoncturelle entre plusieurs éléments indépendants. Il y a eu la crise économique qui a fait que l'Espagne a passé 8 très mauvaises années. Et donc, c'était tentant pour des morceaux de l'Espagne de dire que c'était la faute du gouvernement central, ce qui n'était pas d'ailleurs complètement faux. Et puis le fait que les indépendantistes radicaux qui existaient mais qui étaient minoritaires et le gouvernement, notamment le Parti populaire de Rajoy, se sont presque entendus pour monter aux extrêmes parce qu'ils avaient chacun intérêt à cimenter leur camp avec des positions radicales. Et du coup, ce qui aurait pu être une négociation pour davantage de fédéralisme s'est transformé en une demande d'indépendance. L'Espagne est une monarchie. Les indépendantistes catalans veulent une république. Il y a tout le poids de l'histoire qui ressurgit dans ce pays. Pour autant, aujourd'hui, les Catalans ne sont pas opprimés, la langue catalane est enseignée, c'est la région la plus riche. Comment expliquez-vous cette volonté de se séparer de l'Espagne ? Oui, là, il y a un paradoxe d'ailleurs qui s'applique aussi à d'autres régions en Europe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régions qui auraient voulu être des États ou qui voudraient encore être des États ou dans lesquelles il y a des gens qui voudraient créer un État et c'est de plus en plus possible, mais plus c'est possible, moins c'est intéressant d'une certaine façon. C'est pour ça que le référendum en Écosse, par exemple, a montré que même si on laissait le peuple écossais dire ce qu'il pense, il a hésité et finalement il a voté non à l'indépendance parce que, tout compte fait, c'était plus intéressant d'être dans un État britannique qui est moins oppresseur qu'il n'a pu l'être avant. L'Écosse a des droits, c'est un système quasiment fédéral. Et donc, finalement, pourquoi ne pas accepter l'existence de plusieurs niveaux, régional, national, européen, mondial, si on peut exprimer son autonomie et son identité. Justement, vous dites mondial. Jacques Lévy, je vous propose d'écouter Carles Puigdemont, le président destitué de la Catalogne. C'était chez notre partenaire belge, la RTBF, quelques jours seulement après son arrivée à Bruxelles. Je suis disposé à être candidat si même à l'étranger. Bien sûr. Vous pouvez mener campagne ici depuis la Belgique, c'est ce que vous comptez faire? Je crois qu'on peut mener campagne à tout le monde parce qu'on est dans un monde globalisé. Et on veut que ces élections puissent se dérouler avec les conditions les plus normales possibles. Donc ce n'est pas avec un gouvernement dans la prison que ces élections vont être neutrales, indépendantes, normales. On est dans un monde globalisé. Quelle est votre réaction ? Oui, la Catalogne, c'est probablement la région la plus mondialisée et européanisée d'Espagne, avec Madrid. Donc c'est tout à fait logique. Les indépendantistes catalans ne veulent pas isoler la Catalogne du reste du monde. Simplement, ils considèrent que le niveau qui était régional pourrait devenir un niveau national. Ils ne veulent pas une armée, ils ne veulent pas conquérir par la force d'autres territoires. Donc ce n'est pas un projet du 19e siècle, même si, comme vous le disiez, le passé ne passe pas, en tout cas pas auprès de tout le monde, c'est-à-dire que les vicissitudes des relations entre la Castille et la Catalogne, qui datent du XVIe siècle, normalement elles auraient dû être à égalité. En fait, c'est quand même plutôt la Castille qui a dominé, et il y a eu de nombreux épisodes, parfois militaires, dans lesquels d'ailleurs la France a été aussi impliquée à certains moments, qui ont fait qu'à chaque fois, les Catalans ont eu l'impression d'être les dindons de la farce, de perdre. Et donc, il est resté quelque chose de désagréable, d'amer,
qui fait qu'on peut mobiliser, en tout cas, une partie de la population catalane sur ces thèmes-là. Alors, vous évoquez aussi le cas de l'Écosse. Prenons la Belgique. On imagine que Carles Puigdemont n'a pas fait ça par hasard. C'est bien entendu Bruxelles, la capitale de la Belgique, mais aussi de l'Europe. La Belgique est elle aussi concernée par cette question indépendantiste avec le parti flamand, la N-VA, parti nationaliste. Quelle différence entre la partie néerlandophone de la Belgique, la Flandre, et la Catalogne? La différence, c'est que les Flamands ont pu être les Catalans d'autrefois, mais maintenant, c'est eux les dominants. Et donc, c'est une raison... Les dominants économiquement, on entend souvent d'ailleurs dans cette partie-là, comme en Catalogne, on est aisé, on est économiquement plus avancé et on traîne à cause de vous. Hein. Oui, mais démographiquement aussi. Ils sont un peu plus nombreux, donc ils ont en fait, chaque fois qu'il y a des décisions majoritaires, ils ont l'avantage. Donc on peut dire qu'ils avancent peut-être moins vite qu'ils ne le voudraient, mais ils sont dans une position favorable et je pense que c'est aussi pour cette raison-là, pour une raison autre que celle de la Catalogne, que les Flamands n'ont pas majoritairement forcément envie de devenir indépendants. Par contre, il y a un point commun qui est le fait que les Flamands ont aussi souffert de l'arrogance des francophones, des Wallons, pendant quand même une bonne partie de l'histoire de la Belgique. Et donc là aussi, il y a un passé qui ne passe pas. Ouais. Peut-être que si un jour les Wallons, les francophones présentaient leurs excuses au mal qu'ils ont fait aux Flamands, ça aiderait à la réconciliation. Allez, avant de parler de la théorie, vraiment de ce qu'est un État, des États fédéraux, etc., peut-être un dernier exemple, le Québec. Là, pour le coup, c'est un autre exemple très intéressant, enclavé en Amérique du Nord avec une langue, le français. On aimerait vous entendre à ce sujet. Deux fois rejeté par référendum à l'indépendance. Voilà, et je pensais aussi au Québec en parlant de l'Écosse, c'est-à-dire que c'était possible. Ils avaient les conditions institutionnelles pour une rupture pacifique, correcte, civile, avec le reste du Canada. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, en partie aussi parce qu'il y a des anglophones au Québec, hein, mais c'est aussi le cas de l'ensemble des régions dans les pays développés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens seulement, des locaux de souche, des identitaires. En Catalogne, il y a aussi beaucoup de gens originaires d'Andalousie ou d'autres régions d'Espagne. Donc, ils peuvent se sentir catalans, mais pas forcément au point de vouloir rompre avec l'Espagne. Et c'est un peu la même chose avec les Québécois anglophones ou les Québécois qui viennent de l'étranger. Il y a beaucoup, c'est une terre d'immigration, donc de gens qui apprennent le français, mais ils n'adhèrent pas forcément aux traditions, à la vision proprement québécoise de l'autonomie. État, nation, région. En Allemagne, on parle par exemple de Länder, comme la Bavière. Est-ce qu'en Europe, on assiste à une recomposition de l'espace géographique ? Oui, d'une certaine façon, on peut dire que tous les pays européens d'une certaine taille tendent vers le fédéralisme. Hein. Donc c'est le cas de l'Espagne avec une posture originale tout à fait remarquable au sens où on n'a pas voulu imposer un cadre identique à tout le monde. Ouais. Et actuellement, l'idée d'expérimentation qui est présente en France dans les projets de décentralisation, elle part de la même idée. C'est que il n'y a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes demandes, les mêmes besoins dans les différentes régions. En termes d'emploi, en termes de... Voilà, il faut s'ajuster. En termes d'identité aussi, il y a des régions où on a envie de prendre en main ces affaires, comme par exemple en France, en Bretagne ou en Alsace. En Corse également, oui. En Corse, pourquoi pas ? Pourquoi pas si ça se fait de façon ordonnée. Donc ce fédéralisme à l'espagnol, je dirais quand il marchait bien, et ce qui a été le cas jusqu'à vers 2006, il était un exemple aussi pour les autres pays européens, c'est-à-dire davantage d'autonomie, la fin de l'échelle unique. Hein, ce n'est plus seulement l'État-nation qui est bénéficiaire. Ce que vous nous dites, c'est que l'Espagne et le modèle espagnol marchent au fond mieux que la France, par exemple. Oui, il a marché en tout cas mieux que la France pendant 25 ans. C'est quoi un État ? Comment est-il né l'État ? Ah oui, justement, les États, ils sont nés toujours dans la violence. Et les États-nations, ils ne sont pas si anciens que ça. Ils datent en gros du 19e siècle. Et en gros, un État-nation, c'est trois choses. C'est la guerre, l'État-providence et la démocratie. Et donc, en gros, Bismarck, c'est le modèle, à mon avis, l'épure. Il a dit aux Allemands, OK, on crée un empire très puissant, on va attaquer les autres, guerrier, on va avoir une très forte armée, vous allez donner votre sang au Vaterland allemand, mais en échange, je vous donne un super État-providence et progressivement, il n'était pas vraiment démocrate, mais enfin, il a mis en marche le processus de démocratisation. Et si vous enlevez un de ces trois éléments,
il commence à y avoir un problème. Actuellement, justement, une des réticences vis-à-vis de l'Union européenne, c'est que les bénéficiaires des États-providence nationaux, ils se disent, mais on nous propose au fond un nouveau contrat social. Est-ce que j'y gagne ? L'État-providence, depuis Bismarck, s'est énormément développé. Sa puissance est considérable. C'est 40-50%, voire plus, du PIB qui passe par l'État et qui est redistribué. Donc on comprend pourquoi, finalement, un certain nombre de gens qui, notamment, craignent que leur situation se dégrade, sont réticents à l'idée de changer cette équation. Mais en même temps, il y a, c'est vrai, quand même la fin d'un monde de guerre. Les Européens ne se voient pas entrer en guerre. Donc du coup, le pôle guerre, il s'affaiblit. Donc il y a une relativisation de l'État-nation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça devient possible de dire, oui, bah, pourquoi pas la Catalogne, pourquoi pas la Bretagne, pourquoi pas la Corse. En même temps, à quoi bon ? Faites-vous un lien entre la montée de ce qu'on appelle les populismes, même si le mot est devenu très galvaudé? Il y a dans ce mot autant des militants d'extrême droite que de la gauche radicale. Est-ce que vous faites un lien entre cette montée des populismes en Europe et ces velléités indépendantistes ? Le lien, il n'est pas un lien de réaction directe, mais ce qui est vrai, c'est que les populismes en Europe ont toujours la question nationale au cœur. Ce n'est pas la seule. Un drapeau, une langue. Il y a des variantes. Il y a l'idée justement que le moment historique de l'échelle unique, c'était bien. Il y avait aussi l'idée qu'il y avait un marché unique national, même si ça n'a jamais été totalement vrai. Mais en tout cas, c'est ça, la nostalgie des gens qui en parlent et qui disent, par exemple, au moment du Brexit, on avait beaucoup de propagande pour le Brexit qui disait avant l'Europe, tout le monde avait un emploi, l'État nous donnait un emploi, l'État nous plaçait, nous attribuait, nous dotait de différentes choses. Donc c'était parce que dans leur idée, il y a une seule échelle, celle de la Grande-Bretagne, et que si on complique vers le bas ou vers le haut, ça ne peut être dans l'esprit de ces gens-là que quelque chose de mal. Allez, je vais être un peu dur, vous pouvez dire oui ou non. Qu'est-ce qui doit l'emporter selon vous en termes de droit? Est-ce que c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'autodétermination, ou l'État-nation? Je crois que on est entré dans une phase post-nationale de l'État-nation. C'est-à-dire que même si l'État-providence n'a jamais été aussi puissant, l'idée que c'est le prix du sang, l'idée qu'il y a une composante tragique, donc du coup, pourquoi pas de compatibilité, et le fédéralisme justement le permet, de prendre en compte à la fois des aspirations très raisonnables de développement local et régional, mais aussi des identités qui viennent de loin. Merci beaucoup Jacques Lévy d'avoir répondu à nos questions sur ces questions pas toujours évidentes.